Le mec qui parle de l'amour des mots et d'un seul coup, c'est quoi une métaphore? Je me suis assez rapidement retrouvé dans la rue. À, je sais pas, 11 ans, je lisais Primo Levi, Si c'est un homme. Je sais pas comment tu fais pour m'aimer. Je me suis écroulé sur scène. C'est bien, ça cache les larmes. J'étais musulman, je suis devenu chrétien. Et c'était le pire moment de ma vie sur scène, quoi. Tu nais toi à Saint-Étienne en 86, dans une famille algérienne assez modeste. Tu es né à Saint-Étienne, là où le fer et la foi se mêlent, fils d'ouvrier, d'une mère nourrice, au cœur fidèle, et d'un père qui couvrait les sols, le dos plié, sous les heures, pendant que toi, tu rêvais d'ailleurs, de douceur. Chez vous, l'amour ne parlait pas fort, il se glissait dans les silences du soir. Quand les assiettes se faisaient légères, ta mère sortait les bols et les sourires. Elle appelait ça le petit déjeuner du soir. Et d'un geste, elle transformait le manque en souvenir heureux, en chaleur dérisoire. Et quand le monde grondait, elle te déposait devant des livres pour t'apprendre à rêver. De 14 à 17 heures, tu lisais la vie des autres, pour supporter un peu mieux la tienne, la nôtre. Mais la rue, elle, t'appelait par ton prénom, avec ses promesses de feu, de frissons et de prison. Tu dis avoir frôlé la mort, la nuit, la dérive, et pourtant, c'est sur scène que tu as choisi de vivre. On t'a dit trop ceci, pas assez cela. On t'a vu arabe, croyant, jamais simplement toi. Alors tu as pris la plume, la parole, le feu, pour raconter ton monde, pas celui qu'on veut. Tu parles des fausses couches, des absences et du sang, de ce framboise amer qui t'a brisé tendrement. Tu parles de ta femme, de tes fils qui ne sont pas nés, et de cette foi qui console sans tout expliquer. Et dans ta voix, il y a ta mère qui chante encore un air en arabe pour chasser la peur dehors. Il y a l'enfant de Saint-Étienne, le garçon sans décor, qui a trouvé dans les mots un abri, un trésor. Aujourd'hui, Mehdi, tu n'es ni de droite ni de gauche. Tu es de ce camp rare, celui des âmes qui s'approchent. Tu crois en l'humain, en la lumière fragile, en la liberté du cœur, même quand tout vacille. Bienvenue, Mehdi, dans The Brain, là où la foi devient pensée et où la douleur, parfois, trouve à se reposer. Mehdi, bienvenue sur The Brain. J'ai bugué un petit peu, mais c'était un bon moment. J'ai senti un petit peu d'émotion, même pour moi, tu vois. Parce que j'ai re-raconté un petit peu ton histoire. Je suis très très content de te recevoir. Merci, je suis très heureux d'être là et merci parce que ça confirme que par les mots, on peut aller très loin dans le cœur des gens. Et merci beaucoup, ça me touche énormément. Je vais le récupérer après. Je te le donnerai avec plaisir. Donc Mehdi Djadi, tu te produis en ce moment au Théâtre des Champs-Élysées sur le spectacle Couleur Framboise. Tu as eu un premier spectacle qui s'appelait Coming Out. Tu te produis donc au Studio des Champs-Élysées, j'ai noté du 17 septembre au 11 décembre, les mercredis et jeudis à 19 h. Et puis tu es en tournée dans toute la France. J'y suis allé moi personnellement il y a une dizaine de jours pour te voir. C'est un spectacle qui, au-delà de m'avoir fait rire, sourire, etc., m'a beaucoup touché par les sujets que tu abordes. Dans ce spectacle-là, tu abordes encore une fois un petit peu les sujets de la foi, de la religion, de ton tiraillement entre les différentes religions. Je ne sais pas si on peut parler de tiraillement d'ailleurs, mais on en rediscutera. Et puis tu abordes surtout les fausses couches et les épreuves que tu as dû vivre avec ta femme un petit peu plus récemment. C'est un très très beau spectacle. Franchement, je vous encourage tous à aller le voir parce que moi, j'ai vraiment apprécié et je pense que ça peut toucher beaucoup de monde. On en parlait un petit peu hors caméra, mais franchement, c'est super cool. Donc, je vous encourage à aller voir Mehdi en spectacle et ça sera sûrement très, très beau. Aujourd'hui, l'idée, c'est de revenir un petit peu sur ton parcours. Et j'aimerais qu'on commence par une chose, c'est ton enfance. Je l'évoque un peu dans le poème. Donc, tu nais, toi, à Saint-Étienne en 86, dans une famille algérienne assez modeste. Mère nourrice, donc j'ai noté. Père qui travaillait sur les sols, donc carreleur, etc. Ouais, non, en fait, il faisait du recouvrement de sol dans les... C'était le tout début où il faisait les grands centres commerciaux. Ouais. Et il faisait partie des gens qui recouvraient les sols. Ouais. 2 sœurs, un frère. C'est ça. Et elle était comment ton enfance alors? Si tu peux nous raconter. Elle était pauvre mais joyeuse. Ouais. Souvent, on a nos parents qui nous ont dit « vous avez manqué de rien ». C'est vrai, on a manqué de rien. On n'avait pas grand-chose. Mais donc, je dirais pauvre et joyeuse. Quand même avec un environnement violent. Ouais. Les quartiers populaires... voilà, il y a quand même une violence qui est là, qui est due au stigmate de la guerre, de la colonisation, de la pauvreté. Voilà, tout ça fait que
il y a eu quand même un climat violent, à la fois dans la famille, mais aussi un peu en dehors. Mais je dirais aussi, justement, tu disais génération 86. Ouais. Moi, je suis génération de Tchernobyl. On a grandi sans Internet. Ouais. Et quand même, souvenir aussi, justement, d'une vie sans écran. Enfin, en tout cas, d'une enfance sans écran. Et ouais, bah, c'est un peu nostalgique de dire ça, mais quand même, je vois que quand je repense à l'enfance, c'est aussi des heures d'ennui, C'est ce que j'allais dire. de jeu. Il y a de la place pour l'ennui, Ouais. aller jouer au foot dehors avec les copains, rentrer Exactement, tard. regarder par la fenêtre De pendant ouf. des heures le dimanche parce qu'il n'y a bien sûr. rien d'autre à C'est faire. ça, ouais. Et puis le côté, quand on se retrouvait le lundi, par exemple, on avait tous vu le même film. Ouais. Le Le côté télé où c'était le rendez-vous, il fallait. Ouais, je C'était vois ça. très bien le délire. Donc ouais, c'est un peu ce que ça m'évoque, l'enfance. Et tu penses que l'ennui, ça développe la créativité? Ouais. Ouais. Ouais, parce que tu es dans tes pensées, parce que ça peut t'ouvrir dans des mondes intérieurs auxquels tu n'aurais pas accès quand tu es en train de faire plein de choses. Donc je pense que ouais, l'ennui, et surtout en tant qu'enfant, ça permet de déployer l'imaginaire. Et moi, je pense qu'il est bon de s'ennuyer, même en tant qu'adulte, de parfois prendre du temps. Ouais. Moi, j'aime bien prendre du temps où, par exemple, je mets le téléphone de côté, où je prends des temps d'ennui. Ouais, t'as fait une marche sans téléphone, tu le racontes dans le spectacle, Ouais. on y reviendra. Mais moi, j'ai Ouais. kiffé ce moment-là, mais ouais, tu as pris ce temps-là sans téléphone, etc. Et je pense que ça fait avancer au final. On a l'impression qu'on s'ennuie, mais je crois que. Non, au contraire, je pense que. Mais même dans la journée, de se dire à tellement plus maintenant sur le téléphone, on peut voir le temps qu'on passe sur le téléphone, de se dire, voilà, à partir de 22h, je coupe mon téléphone. C'est coûteux, mais après, en philosophie, Aristote parle d'habitus. Il dit au bout d'un moment, quand tu prends une feuille et que tu la plies, donc au début, c'est dur, mais une fois que tu as pris l'habitude, ça va, quoi. Et si tu dois, pour décrire très rapidement un petit peu l'ambiance qu'il y avait chez toi pour qu'on comprenne, si tu dois nous décrire quelque chose, une chose qui t'a marqué de ton enfance, un souvenir vraiment précis, une habitude qu'il pouvait y avoir avec tes parents ou même tes copains, tes frères, sœurs, pour qu'on comprenne un petit peu le contexte. On parlait de quartier populaire, je pense que justement, moi je viens pas de Paris. Et souvent, dans l'imaginaire, on pense que les quartiers populaires, ce ne sont que des grands ensembles. Or, à Saint-Étienne, c'est une ville ouvrière avec un passé minier. Et du coup, c'est des petits quartiers. Ouais. Et les souvenirs que j'en ai, c'est autant... ça fait vraiment à l'ancienne de dire ça, mais le mardi soir, je crois, il y avait un paysan qui venait, qui klaxonnait, il était avec sa 505 break, et on allait récupérer des bidons de lait, et on les remontait à la maison, et ma mère faisait après du lben, du raïb, enfin le lait caillé. Donc ça, pour moi, c'est un souvenir où je me dis, ouais, effectivement, ça fait partie de ces endroits de l'enfance où, avec les premiers francs, voire euros, mais plus francs même, qu'on se faisait, c'était, on allait récupérer des cagettes au marché, on les remplissait de cerises, parce qu'on avait trouvé un cerisier, et après on faisait le tour du quartier pour vendre nos cagettes. Donc il y avait un côté un peu aventure, insouciance, on était des gamins. Après, ça fait un peu vieux conte de dire ça, et puis moi en plus j'ai que 26 ans, toi t'es un peu plus âgé, mais c'est vrai qu'on a l'impression que l'enfance, elle est un peu... Le fait de grandir dans cette époque maintenant est un peu différent de ce que toi tu as pu connaître et moi ce que j'ai connu aussi un petit peu. Et c'est vrai que c'est regrettable en tout cas pour les enfants qui grandissent. Enfin, regrettable, il y a des bons côtés. Ouais, je pense qu'ils vivent d'autres choses. Voilà, c'est ça, ils vivent d'autres choses. Mais c'est vrai que ce côté un petit peu ennui, galère tous ensemble, dehors, etc., solidarité aussi, voilà, ça peut manquer un petit peu. Il y a un moment donné aussi où tu racontes que ta maman te dépose à la bibliothèque. Peut-être aussi pour que tu accèdes toi à une culture qu'elle n'avait pas eue. Enfin, c'est comme ça que tu l'expliques toi. Qu'est-ce que tu lisais à la bibliothèque et puis qu'est-ce que ça t'a apporté surtout? Tous les mercredis, c'est ça, hein? Ouais, tous les mercredis. Ouais. Tous les mercredis, avec le recul, je vois que ça a changé ma vie. Elle est arrivée en France quand elle avait 6 mois. Elle a grandi dans les bidonvilles en banlieue de Saint-Étienne, mais plutôt dans la campagne. Ouais. Et donc, il y a eu quelque chose en elle de l'amour des mots. Elle aimait Jean de Florette, Manon des Sources. Dès qu'il y avait à la télé des sketchs de Raymond DeVos ou d'Eli Kakou ou de Smaïn, on en parlait en antenne, on était tous devant la télé. Et donc, elle nous a un peu sensibilisés à ça. Et moi, peut-être qu'elle avait décelé quelque chose, justement, peut-être dans cet ordre de la rêverie, de l'imaginaire. Et donc, c'est pas plus que mes frères et sœurs. Moi, c'était la bibliothèque. Et quand elle me déposait à 14h devant cette cinémathèque de Saint-Étienne, qui me paraissait hyper grande, alors qu'en fait, maintenant, quand j'y retourne, je me dis, elle est petite. C'est tout petit, ouais.
il y avait une cinémathèque, donc je passais des heures à regarder soit des films en noir et blanc, soit des rétrospectives de Coupe du Monde. La Coupe du Monde 58, c'était impressionnant. Je ne sais même pas s'il y a eu une Coupe du Monde 58, mais bref, je regardais ça. Ouais, les anciennes Coupes du Monde. Et puis, la littérature, ça a été au départ les BD, comme beaucoup de gamins. Bien sûr. Et puis, assez rapidement, j'ai une image qui me vient, parce que c'était ma sœur qui m'avait dit ça. À, je sais pas, à 11 ans, je lisais Primo Levi, Si c'est un homme. Quand même de la littérature un truc assez dur à quoi. rentrer dedans, ouais, exact. Et parce que ma sœur l'avait eu après pour le bac, et on avait échangé sur tout ça. Mais d'un seul coup, je pense que par la littérature, ça m'a ouvert une fenêtre, une porte sur le logo, bien sûr. Sur le monde, quoi. Et je me suis dit, en fait, je peux aller à l'intérieur de la vie des hommes et des femmes de ce monde, dans ce qu'ils ont vécu, dans les romans, dans les livres historiques, et j'ai été piqué, quoi. Ça a été une passion. Et puis, est-ce qu'on se dit pas aussi en lisant qu'on pensait peut-être que des gens qui écrivaient, etc., étaient très éloignés de nous, et puis au final, on leur trouve peut-être des points communs avec nous, et on se dit, putain, mais en fait, au final, c'est pas si éloigné, et en vrai, on se ressemble un peu tous, tu vois. En fait, on est traversé par les mêmes émotions, l'amour, la vie, la mort, la colère, et ça, tu retrouves tout ça dans la littérature. Bien sûr, ouais. J'ai oublié de le faire en début d'émission, et ça va être un peu, voilà, mais on remercie, parce qu'on a été maquillés pour la première fois aujourd'hui sur l'émission par le campus des maquilleurs, une école avec qui on est un peu partenariat. Et il y avait du travail. Elles ont fait un très bon boulot. Donc vraiment, je les remercie. Elles sont présentes. Donc vraiment, un grand merci au campus des maquilleurs qui sera avec nous du coup sur le podcast. Mais vraiment, un grand merci. On est un peu plus... Enfin, moi, je suis un peu plus beau que d'habitude. Donc vraiment, merci beaucoup. Si je reprends un peu le parcours, Mehdi... tu dis après, à l'adolescence, j'ai noté, j'ai regardé un petit peu le documentaire qu'il y a sur toi sur Canal+. On le mettra en lien parce que c'était vraiment très intéressant. Tu dis à l'adolescence avoir frôlé la mort, la prison. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce passage, comment tu y arrives, et puis qu'est-ce qui s'est passé en fait concrètement? À partir du moment où tu sors du système scolaire, parce que bien que passionné de littérature, j'étais quand même un enfant et un jeune ado perturbateur, turbulent. Pour qui le système n'était pas forcément fait. Aussi, et puis il y avait une colère, j'avais un besoin de liberté que le cadre de l'école ne m'a pas apporté. Et donc je me suis assez rapidement retrouvé dans la rue. Et puis au bout d'un moment, les parents sont démunis, quoi, ils ne savent plus comment faire. Donc un soir, tu rentres à 23h, le deuxième, oui, puis le troisième, la porte elle est fermée, quoi, parce que et tu dors dehors. Tu dors dehors, et puis tu te retrouves avec les mecs avec qui dorment dehors aussi. Donc tu commences à faire des petites conneries, ça va être un petit cambriolage, tu commences à vendre un peu. Alors c'est l'époque aussi où je prends le rap en pleine face. À la fois c'est magnifique parce que je découvre un art, et en même temps tu veux presque calquer ta vie sur ce que tu entends aussi. Donc le style vestimentaire change, le langage change, et du coup tu veux t'acheter, tout en étant plein dedans, une street credibility, tu vois. Crédibilité par rapport à ça. Et en même temps, t'es dedans, quoi. Donc, à 16 ans, c'est plutôt des petits larcins. Puis après, de 18 à 20, ça a été plus grave, du shit. On a commencé à vendre de la coke, des petits cambriolages. J'ai commencé à faire de l'usurpation d'identité avec des escroqueries de banque. Donc là, ça commençait à devenir plus dangereux. Les premiers amis qui prennent des longues peines. Et là, tu te dis, je commence à rentrer dans un cercle vraiment vicieux où ça peut très très mal déraper, finir. Je pense que les dégâts du cannabis dans les quartiers populaires, on parlait tout à l'heure d'imaginaire et tout ça, je pense que ça éteint les rêves. Bien sûr. Et je sentais comme une espèce de petite lumière en moi qui s'éteignait de plus en plus, quoi. Et je pense que le fléau du cannabis dans les quartiers contribue à ça, à mettre le cerveau ça te ratatine l'esprit, le cerveau. Et d'ailleurs, tu le vois, moi j'entends de plus en plus, notamment de rappeurs aujourd'hui, qui parfois en ont fait l'éloge et qui aujourd'hui disent « Ah non, surtout pas, j'essaie de plus le prôner, etc. » Parce que je pense que un peu comme toi, moi j'écoute beaucoup de rap aussi, et je pense qu'un peu comme toi, ils se rendent compte de... Au début, eux, ils le disent, donc ils ont conscience de la réalité, que c'est justement un petit peu pour la musique. Ils le disent, voilà, la street credibility, comme tu dis, c'est dans la musique, c'est pas réel, etc. Mais je pense qu'ils se sont rendus compte que ça a influencé beaucoup de personnes de manière réelle. Et même si des fois les mots sont très beaux,
bah, le rappeur, il amène peut-être des fois des gens sur cette voie-là. Et je pense qu'ils le regrettent aujourd'hui, les rappeurs qui ont connu un petit peu ça. Et puis en plus, tu te dis, c'est normal, il rappait ce qu'il vivait. C'est et ça. ce qu'il vivait, c'était la rue, la violence, le cannabis, le trafic, etc. Donc évidemment, néanmoins, ça a des effets sur... Et puis, je pense que, sans tomber dans le complotisme, il y a aussi, pas une volonté politique, mais quand même que ces quartiers-là soient autant gangrénés par les drogues, c'est pour pas normal. Qu'on s'élève. C'est pas normal. Ouais, bien sûr. Et donc, moi, je suis le fruit de cette génération-là, avec, justement, c'est pour ça, on parlait de ma mère tout à l'heure, avec la chance que j'avais d'avoir une passion. Et cette passion-là, c'était l'art. Alors oui, il y a eu un peu le rap à un moment donné, mais effectivement, la littérature, c'est l'amour des mots, quoi, de manière globale. L'amour des mots m'a sauvé, quoi, et à des moments où ça aurait pu être très compliqué. Très grave, ouais. On doit tirer une petite carte, Mehdi, carte bonus, je t'en ai parlé tout à l'heure. Alors, tu as le droit de mélanger, parce qu'il y en a qui peut-être vont te plaire moins que d'autres. J'ai pas truqué, donc tu peux mélanger, et puis tu vas tomber sur peut-être celle que tu voulais pas. Ouais. Attention. Ah pas mal. Mais elle va demander un peu de réflexion. Hein. Faudra monter l'épisode. Dis-nous. Décris ta vie avec une métaphore. Ouais. Ah. Ou un mot, hein, si tu veux. C'est quoi une métaphore? C'est le mec qui parle de l'amour des mots et d'un seul coup, c'est quoi une métaphore? Mais c'est quoi? Mais tu parles de quoi, en fait? Je sais pas, là, j'ai l'image... J'ai l'image du papillon, de cette espèce de... Tu sais, quand il passe de chrysalide à chenille, à papillon, il y a un truc, ma vie, c'est une succession de transformations. Et j'aime bien l'idée du papillon parce qu'il y a aussi la beauté et la fragilité. C'est qu'on est... on oublie que parfois, on est extrêmement fragile, que la vie est fragile et qu'il faut en profiter un peu comme le papillon qui vit, je crois que 24 heures. Ouais. Et donc, ouais, c'est spontanément comme ça, c'est ce qui me vient. C'est pas vraiment une métaphore, mais... Ouais, mais magnifique. Ouais. Si, quand même, il y a une image. En tout cas, il y a une image. Très bien. Après, donc, il y a cette partie de l'adolescence qui tourne un petit peu mal, comme on disait, qui t'a sûrement aussi apporté des choses dans ton cheminement personnel, tu pourras nous le dire. Et comment tu te sors un petit peu de tout ça, justement, pour faire la transition avec ce qui s'est passé derrière? J'ai un ami, on squattait dans un foyer jeunes travailleurs, où on faisait de la musique, on regardait des films, et cet ami avait fait un stage de graphisme à Valence, parce que lui il était originaire de Valence, et cet ami graphiste, qui était un monsieur assez âgé, lui envoyait des films. Ouais. Et c'était que des bijoux du cinéma américain. C'était Miss Daisy, Good Will Hunting, que des pépites, quoi. Ouais. Et on regardait ça, et puis le jour où il a vu que j'étais au plus bas, notamment quand j'ai 2 amis qui ont pris entre 7 et 10 ans de prison après les escroqueries de banque, moi, je faisais 40 kilos, je fumais énormément. Et quelques temps auparavant, j'avais fait un centre éducatif renforcé. J'étais parti 6 mois en Afrique. Et à chaque fois, je disais à mes potes, un jour, j'aimerais bien écrire un livre et tout. Et il se trouve que ce graphiste en question était aussi éditeur. Et mon pote me dit, bah, tiens, appelle-le, je sais pas, comme ça, quoi. Peut-être qu'il pourra t'aider, machin. Ouais. Et je l'appelle, et donc il me propose de venir à Valence. Et il me dit, passe l'après-midi à écrire, et puis on se voit demain. Donc je me retrouve face à un ordi, j'écris. Et le lendemain, il vient, il lit le petit texte que j'avais écrit, et il me dit, il y a une plume, il y a quelque chose. Mais je pense que pour lui, c'était plus un prétexte pour dire, ok. Et donc, dans sa maison d'édition, il me dit, bah voilà, il y a une petite pièce là-bas, je peux t'en faire une chambre, et tu viens, et voilà, tu vas écrire tous les jours, et puis tu trouveras un petit boulot. Et donc, en fait, ça a été la première main tendue. Et à ce moment-là, quand je fais les escroqueries de banque, je fais de l'usurpation d'identité, j'ai une ex qui me dit faut que tu fasses du cinéma et du théâtre. Et j'arrivais, quand je faisais l'usurpation d'identité, à partir d'une pièce d'identité, changer de vie, trouver une vie, une façon de parler. J'avais 3-4 dossiers en cours, j'avais une façon de parler différente, etc. Vraiment, c'était... Un vrai schizophrène. Ah ouais. Mes potes, d'ailleurs, m'appelaient... un de mes surnoms au quartier, c'était le caméléon. Parce que t'es un coup camel, un coup léon. Tu sais, t'arrivais tout le temps et de fait, c'était ça.
Et quand elle me dit ça, je pars à Valence, j'écris un peu, je trouve un job à la con, tu vois, McDo, je faisais ça et je faisais du soutien scolaire auprès de jeunes. Et, euh, et ce fameux gars, Greg, paix à son âme, cet éditeur, un jour, il me tend la brochure de la Comédie de Valence, parce que je l'avais déjà parlé un peu de tout ça. Et il me dit, tiens, va jeter un œil, quoi. Et un mercredi, je suis allé toquer à la porte du conservatoire. Et je leur ai dit, voilà, j'aimerais faire du théâtre. Et autant la littérature, le rap, les mots, le cinéma, c'était des arts auxquels j'avais accès, autant le théâtre, pas du tout. Quoi. Mais vraiment pas du tout. Oui, je me suis pris la gifle des humoristes, justement, Smerine, Jamel, Gad, etc. Mais j'avais pas l'accès au théâtre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour moi, c'était un truc très lointain. Et Comme beaucoup dans les quartiers, en vrai, même encore aujourd'hui. Ouais, vraiment. En réalité, ouais, mais c'est d'ailleurs pour ça que moi, aujourd'hui, on reviendra un peu dessus. Tu vois, j'ai un vrai parcours de théâtre. J'ai fait une école supérieure d'art dramatique. Je suis comédien. Et parfois, je souffre du fait que dès que tu dis que tu fais du théâtre, on te dit « Ah, tu fais de l'humour, quoi. Ouais. Tu fais du stand-up. J'étais au Festival d'Avignon cet été. On me donnait pas de tract dans la rue. Les Arabes, ça va pas au théâtre. Ouais. Et quand tu dis que tu fais du théâtre, on te dit « Ah, tu fais du one-man show. » Ouais, non, je fais du théâtre. Je fais du théâtre. Ouais. Et je me souviens toujours, ce directeur Christian Géria de la Comédie de Valence me dit ok, reviens la semaine prochaine en ayant préparé un monologue. Puis je rentre à la maison et je me dis mais c'est quoi un monologue? Et il n'y avait pas Internet pour aller regarder. Il n'y avait pas Internet, sinon c'était le début d'Internet là. Ah ouais. Et là, mon livre de chevet, c'était Khalil Gibran, le prophète. Et je prends la partie sur les enfants. Et j'y retourne la semaine d'après et je lui fais le monologue. Et j'ai commencé le théâtre comme ça, 2 soirs par semaine à la Comédie de Valence. Ouais. Ouais, donc magnifique. Et on le dit pas assez, mais je pense que toi, c'est quelqu'un à qui tu penses souvent. Mais l'éditeur dont tu parles, j'ai oublié le prénom. Greg, Greg. Il n'y a pas beaucoup de gens qui nous tendent la main dans les. Tu vois, il n'y a pas énormément de gens qui viennent et te tirent un petit peu pour. Voilà. Alors, tu as fait les choses, toi, mais lui, il est venu te chercher, il t'a réservé, enfin, il t'a mis dans sa maison d'édition, tu as écrit et il t'a amené un petit peu les choses sur. C'est très juste ce que tu dis. Je pense que il faut les deux. Il faut soit la volonté Bien sûr. Moi, quand je quitte Saint-Étienne, les mecs qui tombent pour escroquerie de banque, ils peuvent donner mon nom et réduire leur peine. Ouais. La condition, c'est que, pour pas faire ça, je cantine. Je dis OK. Et au bout de quelques mois, quand j'apprends que je vais quitter Saint-Étienne pour faire du théâtre et du cinéma, je suis en contact avec un derrière les barreaux et il me dit OK, si c'est pour cette raison-là, d'accord. Ouais, c'est beau ça. Tu vois. Mais il a fallu le courage de se dire OK, je vais. Et puis je gagnais beaucoup d'argent et tout ça. Là, ça voulait dire plus avoir d'argent, plus rien, et aller, comme je disais, bosser chez McDo et aller faire du théâtre sans garantie. Donc il y a à la fois toi, ta volonté et ton courage. Et puis oui, si à partir du moment où tu fais le premier pas, moi je suis convaincu, en tout cas la vie me l'a montré, que voilà, il y a une main qui s'est tendue et je le remercierai jamais assez. Ouais, c'est magnifique. Puis même, du coup, ton pote derrière les barreaux, lui aussi, il te tend la main, en vrai. Tu vois, c'est le côté, vas-y, en vrai, vas-y, si c'est pour ça, on te laisse. Clin d'œil de la vie. Ouais. Excuse-moi, je te coupe, mais clin d'œil de la vie. Je fais les 3 années de conservatoire à Valence. Je fais 3 années d'école supérieure d'art dramatique à Lausanne. Et tout de suite après, je fais mon premier film où je suis rôle principal masculin. Ouais. Sauf que lui, il est encore incarcéré. Et il me voit sur Canal+, en train de faire la promotion du film chez Laurent Veil. C'est la dernière fois où j'ai eu contact avec lui, il m'a dit « Ok, t'es allé au bout de ton truc, on tu a vois, bien fait de pas bravo, ouais, tu vois. » Comme quoi, la vie, c'est aussi ces beaux clins d'œil. Et quelque part, ouais, lui aussi, il aurait pu dire « Bah non, attends, j'ai besoin que tu cantines pour moi. Donc non, je remercie les deux, quoi. La première question, c'est l'image qui te vient en premier quand tu penses à ton enfance. Le dimanche après-midi, regarder par la fenêtre les vols de martinets. Tu sais, c'est comme les petites hirondelles, elles étaient des centaines et j'appelais ça les mariages de martinets. Ton souvenir le plus douloureux de toute ta vie? Certains coups reçus enfant. Qu'est-ce que tu n'as jamais osé dire à ton père? Je t'aime. Quelle est ta plus grande peur? Celle que tu n'avoues presque jamais. Paradoxalement, celle de mourir. À quel moment as-tu vraiment pris conscience de la fragilité de la vie? Au décès de mon meilleur ami François-Xavier il y a 2 ans. Une odeur qui te remplit de joie ou de tristesse?
L'odeur du couscous dans la cuisine de maman le dimanche. Un message pour ta femme? Je sais pas comment tu fais pour m'aimer. La personne qui te manque le plus au monde? François Xavier. Et enfin, est-ce que tu as un message pour tes frères et sœurs? Vous commencez à me manquer autant que François Xavier, même si vous êtes vivant. Merci Mehdi, tu peux retirer le masque. Merci beaucoup. Merci pour la sincérité de tes réponses, la clarté de tes réponses. C'est bien, ça cache les larmes. Si on reprend un petit peu, Mehdi, j'aimerais qu'on parle de quelque chose du coup que j'ai pas évoqué au début du podcast, mais on soutient aujourd'hui une association dans le cadre du podcast avec notre partenaire Giftasso, on en parle à chaque fois. Et toi, tu as choisi de soutenir l'association SOS Méditerranée, donc qui aide les personnes qui traversent la Méditerranée avec un bateau, qui récupèrent. Donc ils ont besoin de fonds dans ce cadre-là. Et j'aimerais que tu nous dises pourquoi tu as décidé de soutenir cette asso-là. C'était déjà très dur de choisir une association parce qu'on a envie de toutes les aider. Quand on a reçu la liste, c'est vrai qu'on se dit « Ah, mais là, c'est important, là, c'est important ». Celle-ci plus particulièrement parce qu'il y a un vrai manque de moyens. Il y a peu de fonds publics. Il y a des fonds européens, mais il y a peu de fonds publics, en tout cas pas assez pour aider cette cause. Et voilà, ça me tient à cœur parce que je suis aussi, quelque part, un enfant d'immigrés et quelque part de migrants. Et voilà, par solidarité aussi. Et donc déjà, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que quand on parle souvent des migrants, on évoque des chiffres, on évoque de la peur, et on oublie que derrière ça, il y a des vies, il y a des visages. Et il y a quelques mois, je suis tombé sur Instagram sur une vidéo qui m'a hanté. C'était je crois des personnes, c'était sûr que c'était des personnes d'origine maghrébine, je crois marocaine. Et il y en a un qui se filmait, il était dans l'eau en gilet, et il chantait et il parlait, il disait à sa mère, t'inquiète pas, tout va bien. Alors que tu voyais bien que ça allait pas et que potentiellement il allait mourir, tu vois. C'est une image qui me hante. Et voilà, c'était aussi une manière de dire, n'oublions pas que ce sont des hommes et des femmes qui, au péril de leur vie, viennent voilà, essayer de trouver autre chose. Et voilà, derrière toutes les dimensions politiques ou médiatiques, derrière tout ça, voilà, ce sont aussi nos frères et sœurs en humanité. Et si voilà, on peut humblement, modestement y contribuer. On posera une petite pierre à l'édifice, en tout cas, avec toi, grâce à toi, avec des cartes qu'on va créer donc, à ton effigie, qui seront disponibles, donc, on les affichera là à l'écran, mais qui seront disponibles du coup sur le site de Giftasso. Et en fait, l'entièreté de l'achat de ces cartes que les gens pourront recevoir, les gens qui sont fans de toi, ça reviendra pas à toi, ça reviendra pas à nous, et ça reviendra entièrement à l'association SOS Méditerranée. Pour les aider justement à peut-être faire plus de trajets avec ce fameux bateau, peut-être récupérer plus de monde, sauver des vies. Donc mine de rien, même si c'est 1 euro, 2 euros, 3 euros, peu importe, en réalité, c'est un don et ça va aider des gens peut-être à survivre en fait, somme toute. Donc c'est quand même une cause importante. Et merci à vous de merci le à rendre toi. possible. Vraiment, merci beaucoup pour ce témoignage là que tu viens de nous faire, parce que c'est plein d'émotions encore une fois, et merci de rendre ça possible via ton image avec cette vente de cartes. J'espère que ça fonctionnera vraiment très bien. On va tout faire pour. Pour reprendre un petit peu sur ton parcours, il y a quand même un point à un moment donné de ta vie qui est, enfin j'ai l'impression, moi en regardant le documentaire, en m'intéressant un petit peu à ton travail, une bascule, c'est ta conversion au christianisme. Donc tu l'évoques dans ton premier spectacle qui s'appelle Coming Out, qui est disponible sur Canal+ d'ailleurs, que j'ai regardé un petit peu avec ton documentaire. T'en parles un petit peu de manière détournée là, dans ce deuxième spectacle-là. Tu dis que, par exemple, tu as gardé des mots en arabe sur... par exemple, tu dis Bismillah avant de manger, avant de prendre la voiture, etc. Donc tu gardes un petit peu cette culture-là, mais tu es converti au christianisme. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'opère cette bascule-là, peut-être pourquoi, s'il y a une raison fondamentale, et nous raconter un petit peu comment ça s'est fait? Je relis tout ça maintenant avec beaucoup de recul et de distance. J'étais très jeune. Moi, j'étais et je suis musulman, sunnite, traditionnel. Voilà. J'allais à l'école coranique quand j'étais enfant. Je faisais les 5 prières jusqu'à l'adolescence, jusqu'à ce que je parte en vrille. Et au tout début de l'entretien, on me disait voilà l'environnement dans lequel j'étais, de violence à la maison, dehors. Il y avait un vrai manque d'amour. Et
il y a quelque chose qui m'a attiré quelque part aussi, d'abord par la littérature. Quand j'ai lu les évangiles, j'étais très jeune. La figure de Jésus, non pas comme un prophète de l'islam, mais comme celui qui était dépeint dans les évangiles, m'a profondément ému, touché. Et j'ai décidé dans mon cœur de faire un bout de chemin avec lui. Tout ça m'a amené à faire des retraites dans des monastères, puis à devenir catholique. Et à un moment donné, effectivement, j'en ai parlé sur scène avec le spectacle Coming Out. Et ça a été incroyable parce que ce spectacle, je l'ai joué pendant 5 ans partout. J'ai joué en prison, j'étais dans les banlieues, j'ai fait des scolaires. Vraiment, c'était une aventure incroyable. Ça m'a permis aussi d'avoir ce que je dis aussi justement dans le nouveau spectacle, des dizaines et des centaines de témoignages de gens qui me témoignaient de leur conversion de tous les côtés. J'avais des gens qui me disent j'étais musulman, je suis devenu chrétien, j'étais chrétien, je suis devenu athée, j'étais athée, je suis devenu musulman. Et en fait, tout ça, c'est la richesse de la France, d'avoir cette liberté de conscience, de pouvoir questionner, interroger, choisir, à un moment donné peut-être en revenir. Et moi aujourd'hui, vraiment, hein, je le dis avec beaucoup de sincérité et n'en déplaise aux gens qui ne seraient pas d'accord avec ça, je me sens, j'ai une part en moi profondément musulmane, je peux pas et je ne veux pas la renier, j'ai une part en moi catholique, je le suis, et puis je dis toujours que j'ai cette voix athée qui met aussi beaucoup de distance avec tout ça, et qui me permet justement de jamais juger le chemin de foi des gens, des autres, on a tous ce besoin de spiritualité. Moi, j'ai eu ce manque et ce besoin d'amour à un moment donné. Ça m'a accompagné, ça m'a permis d'être l'homme que je suis aussi aujourd'hui. Et en fait, je trouve que chacun, dans sa vie, compose avec l'héritage qu'il a reçu, ce qu'il choisit, ce qui va lui faire du bien à un moment donné. Ses expériences de vie. Et du coup, voilà, moi, je suis plus aujourd'hui dans un mindset où je me dis, mais ouais, je pense que la spiritualité est importante, vraiment, et qu'elle permet aussi de se rencontrer, et plutôt que de tomber dans l'idéologie qui renferme, qui veut imposer, qui juge. Et ce que j'entends, moi, quand tu dis ça, et ce qui est dommage, je trouve, c'est que, on va dire, alors que ça soit là dans ton sens, toi, c'est l'islam vers le christianisme, mais ça peut être dans tous les sens du terme, c'est que j'ai l'impression que si tu fais ça dans un sens, la religion où tu étais à la base, la foi que tu avais, bah, tu es un petit peu renié et c'est fermé. Alors que toi, dans ton cheminement intellectuel, c'est pas ça. C'est je me suis ouvert à autre chose, mais j'ai quand même, je garde ma culture, j'ai été élevé comme ça. Tu vois, il y a plein d'éléments qui t'impactent en tant qu'homme et qui te construisent en tant qu'homme. Et on a l'impression que, sous prétexte que il y a eu ce changement-là, tu n'aurais plus le droit d'accéder à toute cette partie-là, tu vois. Et c'est ça que je trouve, moi, dommage. Et moi, ça, je m'en suis détaché. Pendant longtemps, ça me faisait mal. Ça pesait, tu te disais, la communauté, les amis, la famille, le groupe social. Puis les gens qui te renvoient ça. Oui, mais tu n'as pas le droit de... Oui, mais si tu fais ça, tu es... Oui, d'après toi, ta lecture, ta conception, ta vie. Moi, je pense qu'il a fallu du temps pour avoir une réconciliation aussi intérieure. Ouais, toi-même. De moi-même en moi-même, tu vois. Et aujourd'hui, d'être totalement à l'aise avec ma multiplicité de cultures. J'en demeure pas moins catholique, je suis catholique, mais je réconcilie tout ça. Alors parfois, ça donne des choses cocasses dans la vie, mais il y a plein de moments hyper beaux. Et il y a quelques jours, je dînais avec un ami musulman, Nazim, qui a d'ailleurs fait ma première partie à l'Olympia. On était avec un autre ami, Simon, qui est le petit-fils d'Enrico Macias, qui est chanteur, d'origine juive. Et en fait, on échangeait, on avait chacun un peu des doutes, et en même temps, on parlait de nos certitudes, de ce qu'on avait re-questionné, et c'était hyper riche. Et en fait, moi, c'est ça qui me nourrit. C'est vraiment ça qui me nourrit, c'est plutôt essayer de comprendre le cheminement des gens, plutôt que de vouloir imposer le mien et dire non, mais en fait, c'est ça la vérité et c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça. Je laisse ça au dogmatique, c'est pas mon problème. Mais je suis assez aligné personnellement, là, sans parler du podcast, mais personnellement avec toi sur ça, sur l'ouverture et sur le questionnement que chacun devrait, doit ou pas d'ailleurs, mais chacun fait un petit peu comme il veut, mais le fait de pouvoir discuter justement avec des gens qui pensent différemment de nous,
ça nous enrichit de fou, en fait. Et ouais. tu vois, c'est aussi le message qu'on veut passer avec le podcast, c'est dire à un moment donné, discutez avec des gens qui ont l'air d'être différents de vous, qu'ils ne sont pas tellement que ça au final, et ouvrez-vous l'esprit et venez, on discute, on est tous, on sera pas tous amis, c'est pas vrai, mais par contre, on a discuté et j'ai entendu le point de vue de l'autre. Et je suis pas là en train de dire non, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde. J'ai entendu le point de vue de l'autre, ça enrichit le mien. Et sur plein de sujets, tu vois, on parle de la spiritualité, mais moi j'ai été percuté ces dernières années par toutes les questions liées au féminisme. Ouais. Et c'est en discutant avec des amis femmes et en lisant et en essayant de m'ouvrir sur ces sujets que, par exemple, maintenant, dans mon langage, je les inclus, d'ailleurs j'en parle sur scène, je dis spectatrice et spectateur. Alors que il a fallu, au départ, j'étais un peu conservateur en disant non, mais quand je dis spectateur, j'englobe tout le monde. Tu vois, je faisais ce raccourci-là, j'ai été éduqué comme ça, c'est bon. Et puis c'est en discutant, en lisant, et puis en me disant qu'est-ce que ça me coûte si en plus ça permet à des gens de se sentir inclus, etc. Fais-le, qu'est-ce que ça te coûte, tu vois. Donc c'est aussi ça qui fait que c'est en discutant, en s'ouvrant, en échangeant que même en toi, il y a des choses qui changent, quoi. Il y a une petite carte à tirer, Mehdi. On arrive au bout des. On aime bien ce jeu. Ce petit jeu. Tu peux remélanger si tu veux. C'est comme tu veux. Je vais remélanger parce que tu choisis. J'espère que tu vas pas tomber sur. Allez, on va te faire. Tu penses qu'on te l'a jamais fait. Tu choisis pour moi. Vas-y. Au hasard. Et t'as pas remis l'ancienne? Non, si, j'ai remis l'ancienne. Ah bah c'est la même. C'est vrai? Incroyable. Décrit avec une métaphore incroyable. Mais tiens, toi, décris ta vie avec une métaphore. On va retourner le podcast. Ton plus grand moment de solitude sur scène? Waouh! Mon plus grand moment de solitude sur scène. J'en ai deux, je peux en dire deux? Vas-y, bien sûr. Un joyeux et un moins joyeux. Je n'ai jamais bu une goutte d'alcool avant de jouer et je bois rarement après avoir joué. Je tourne au Perrier. Et une fois à Nice, c'était les dernières dates de tournée de mon précédent spectacle. Je ne sais pas pourquoi. On est à Nice, je crois en février, il fait beau, on est sur une terrasse. Et j'ai mon régisseur, Marc, que j'embrasse, qui me dit allez, un petit blanc et tout. Du coup, j'en bois un. Et puis, j'en bois un deuxième et je vais jouer. Et c'était le pire moment de ma vie sur scène, quoi. Personne n'a remarqué dans la salle, mais moi, j'étais pas bien. T'étais à côté de toi. J'étais à côté de mes pompes. J'avais l'impression de dire n'importe quoi et d'avoir oublié des trucs. Enfin, c'était horrible. Les gens l'ont pas remarqué, mais moi, ça a été un des moments les plus de solitude intérieure. Où je dis plus jamais. Et puis l'autre moment qui est un moment un peu dramatique, mais qui pour moi restera. Je dis solitude parce que personne ne pouvait me rejoindre à ce moment-là. J'ai évoqué ce meilleur ami qui est décédé, François-Xavier Fan, qui était un immense comédien d'origine vietnamienne, qui avait grandi en banlieue. On était comme deux frères, quoi. Et il est parti d'un cancer foudroyant en 9 mois. Il avait 39 ans. Et le soir où il est parti, je lui ai, à 17h, je lui ai dit au revoir à l'hôpital. Il partait. Et à 19h, j'étais sur scène. Et 400 personnes, tu peux pas annuler. Et j'ai joué. Et à la fin, c'était le 8 décembre, j'ai dit au public, voilà, je viens de jouer, mais je viens de perdre mon meilleur ami. Le 8 décembre, c'est la fête des Lumières, tu sais. J'ai dit, voilà, pour les croyants, c'est la fête mariale, pour ceux, pour allumer une lumière. Et le rideau s'est fermé. Je me suis écroulé sur scène. Il y avait la directrice du théâtre, Béatrice, qui était là. C'est une ancienne du théâtre qui est venue me voir et qui m'a dit « C'est exactement ce que tu vis. J'ai connu les années SIDA et ça tombait comme des mouches. » Et voilà. Et elle m'a laissé là. J'étais seul sur scène. Et à la fin de mon spectacle, il y avait la musique de l'Orchestre national de Barbès. Et là, j'ai demandé au régisseur de mettre plus fort. Et j'étais tout seul derrière le rideau. Et j'ai dansé. Parce qu'avec FX, on aimait beaucoup aller danser. Et j'ai dansé dans une espèce de transe qui était à la fois douloureuse, en même temps extrêmement joyeuse. Et c'était à la fois un moment de solitude incroyable, et en même temps, c'était le plus bel endroit où je pouvais lui rendre hommage et quelque part célébrer son départ ailleurs, quoi. Ouais, et puis c'est des moments, je pense, qui, de toute façon, te marquent à vie, comme tu dis là.
peut-être t'aide aussi à écrire des fois, peut-être, tu vois, comme on disait tout à l'heure, tu as fait de l'usurpation d'identité de manière négative, puis après, ça t'a servi sur scène, tu vois. Donc, il y a ces moments qui nous impactent dans la vie, des expériences qui font que derrière, on est peut-être meilleur, ou en tout cas, on est plus enrichi et qu'on arrive à se développer. C'est très juste ce que tu dis, parce que tu vois, depuis son décès, je me suis juré de vivre. Et le spectacle que je fais, qui est une ode à la vie, tu vois, on va y revenir, un miracle et tout, et je me dis, mais en fait, parler de la fragilité de la vie, c'est vraiment ça, quoi. C'est de dire, les gars, on est là un temps très court. Tu vois, même sur ces questions de religion, on se prend pas la tête, on vit, on essaye de s'aimer, on essaye de s'élever et de profiter un maximum. De profiter, quoi. De fou, bien sûr. Justement, dans ton spectacle, tu abordes ce sujet-là, tu abordes d'autres sujets sur lesquels j'aimerais en fait revenir sur un peu tout, parce qu'il y a plein de choses j'ai pris énormément de notes pendant ton spectacle, parce qu'il y a plein de questions qui me sont venues. Mais tu parles notamment, le sujet principal, c'est un petit peu les fausses couches et les difficultés à avoir des enfants avec ta femme. Comment tu transformes une souffrance qui, je pense, est horrible, intime, en un art? Et comment tu te mets à nu sur scène pour venir nous décrire cette souffrance-là? Parce que tu dis notamment, et c'est pour ça que le spectacle, je pense que je peux le dire, s'appelle Couleur framboise. Tu expliques que tu retrouves ta femme dans la salle de bain, qui a saigné parce qu'il y a une fausse couche. C'est la 3e ou la 4e, je crois. Et comment tu transformes ça en art et comment tu l'amènes sur scène? Parce que c'est compliqué à faire, je pense. Il y a, dans mon écriture, quand j'écris des spectacles... j'ai une marotte que je dis souvent d'ailleurs, qui est comment l'intime peut rejoindre l'universel. À partir de ce que j'avais vécu, je me suis dit, qu'est-ce que c'est venu interroger chez moi dans mon rapport à la masculinité, à la paternité, à la religion, que disent les religions sur la PMA, sur toutes ces questions-là. Faire une relecture de ce que ça, tous les endroits où ça m'a attristé, les endroits de douleur, où j'ai pas pu rejoindre ma femme dans ce qu'elle vivait. Tout ça, j'ai fait une relecture. On parlait de silence et de téléphone. J'ai pris du temps pour relire les événements. Et j'avais fait une vidéo pour un média sur Insta où j'en parlais. Je parlais d'infertilité masculine et j'avais reçu des centaines de messages de femmes et d'hommes qui me disaient merci d'en parler. De ça. Et puis en creusant un peu, j'ai vu qu'il y avait un vrai sujet de société. Qu'il y a une personne sur 4 aujourd'hui qui a atteint d'infertilité. L'infertilité, c'est ce que tu dis dans le spectacle. Je ne le savais pas, moi, et je me suis dit, c'est énorme. Ouais. Et ça ne va pas en s'arrangeant. Et du coup, je me suis dit, tiens, il y a un prétexte pour parler de ces sujets-là. Donc, avec mon co-auteur Thibaut Évrard, on s'est dit, OK, on va commencer à écrire, à dézoomer. Et même les endroits les plus douloureux, je parlais de Raymond DeVos, les mots, la puissance des mots, même le titre Couleur framboise, avec le moment peut-être le plus tragique du spectacle. Le titre, il est en même temps magnifique et horrible. C'est ce que je me dis. C'est fou, hein. Et ça, c'est la langue française qui nous permet ça. C'est incroyable. Et moi, je me suis dit, mais on va utiliser cette langue française pour faire vivre des émotions, à la fois des vrais moments d'émotion ou de tristesse, où les gens, dans une empathie, pleurent. À un autre moment, par le rire, par le bon mot, faire rire. Et c'est pour ça que moi, je suis pas... on se le disait tout à l'heure un peu en antenne, je suis pas humoriste, je suis pas... Il y a un vrai travail dramaturgique où on fait rire, on fait pleurer et on fait réfléchir. Parce qu'il y a des vrais sujets de société qui sont abordés dans le spectacle. Et moi, je voulais pas aller faire ma thérapie sur scène. Je m'en foutais, tu vois, de ça. Mais voilà, je sentais qu'il y avait une urgence à parler de ces sujets-là. Et à partir de là, on s'est dit avec Thibaut qu'on allait écrire. Et même si écrire un deuxième spectacle, c'est difficile. C'est pas facile, ouais. Puis ça m'évoque là ce que tu dis, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a même une espèce de troisième émotion. Alors peut-être la réflexion, mais j'en parlais tout à l'heure hors caméra, là, un peu en off. Il y a un moment où tu fais une retraite un petit peu spirituelle, justement, parce qu'avec ta femme, vous avez beaucoup de mal donc, à avoir des enfants. Vous partez marcher. Ouais. Et tu tombes sur un moine africain, je crois. Ouais, burkinabé. Ouais. Burkinabé, dans un monastère. Et en fait, tout simplement, tu vas l'incarner, tu vas faire sa voix, etc. Et je trouve que ce moment, il est empreint, il fait un petit peu sourire au départ. En même temps, il crée de l'émotion. Mais j'ai été dans un espèce à ce moment-là de... J'étais entre les deux, en fait. Tu vois, cette espèce de... On ne sait pas... et pas du tout gênant, hein, au contraire. Tu vois, vraiment apaisant. Mais on ne sait pas vraiment si ça a été un moment
souriant pour toi ou si ça a été un moment vraiment de réflexion intense. Et moi, j'ai l'impression que c'est quand même ça. Tu vois, ce moment où tu le décris. Et puis, il y a une certaine... lui, dans la manière dont tu le dépeins, en tout cas, on ressent une certaine sagesse dans ce qu'il dit. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a les mots et puis il y a la personne qui incarne les mots et comment elle les dit. Et toi, quand tu le décris, on a l'impression vraiment de voir un vieux sage qui te raconte quelque chose via des métaphores, etc. Tu le dis dans le spectacle. Mais j'ai trouvé ce moment particulièrement beau entre eux, tu vois, ni très triste, ni très rigolo, mais entre les deux. Et cette émotion-là, elle est difficile à... Tu vois, on est entre les deux. Ouais, c'est magnifique, ce moment-là. Merci, hein. Mais tu vois, tu me permets de réfléchir à cette question du moine, où moi, je suis empreint de la sagesse de nos anciens. Ouais. Qu'ils soient chrétiens. C'est vrai que je fréquente beaucoup les monastères et je trouve qu'il y a dans les monastères une vraie sagesse, un art de vivre, une sobriété qui me touche énormément, qui m'inspire dans ma vie. Mais je suis très empreint de la sagesse des moines dans les pensées orientales, bouddhistes. François-Xavier était à moitié bouddhiste, donc je suis aussi empreint de ça. Je suis empreint de poésie arabe, de Rumi ou de mon père qui est un shir, un hajj, un ancien. Quand il parle, tu écoutes, quoi. Et je pense que ce personnage se situe à cet endroit parce qu'il me parle de l'espérance, de ne pas lâcher. Il me chante un chant. Et c'est vrai que nous, quand on traverse toute cette épreuve, surtout en tant qu'homme, de ne pas réussir à avoir des enfants, c'est douloureux. Mais ce personnage-là, à ce moment du spectacle, vient avec effectivement toutes ces paroles de sagesse et nous permet de garder l'espérance et de se dire, tiens, lui, il nous a témoigné ça. Il y a la personne sur le banc qui fume sa cigarette, qui me dit qu'on peut être famille d'accueil. Donc c'est vrai que chaque personnage incarne aussi des choses assez profondes en fait. Ouais, puis c'est pas juste on fait on imite des persos. Quoi, non, il y a limite un personnage qui incarne quelque chose dans la société aussi. Il y a ce côté-là. Et puis avec le moine là, pour finir là-dessus, quand tu imites cette scène-là, il y a un côté où en fait tu parles de religion sans parler de religion parce qu'il est moine, donc on sait qu'il est chrétien, mais en fait il parle pas du tout de religion. Il parle d'expérience de vie, de sagesse. Il cite des phrases un petit peu, voilà, de belles phrases que je laisserai les gens découvrir quand ils viendront voir ton spectacle. Mais et en fait c'est ça aussi qui est beau dans le spectacle, je trouve, c'est que certes, il y a eu peut-être des polémiques par rapport à toi, ton premier spectacle, ta conversion, etc. Mais en fait, tu parles de religion sans parler de religion. Et je trouve que moi, personnellement, c'est ce qui me touche. Alors moi, personnellement, je suis athée. Voilà, donc avec des convictions plus ou moins... T'es pratiquant Non. Mais des convictions plus ou moins établies, tu vois. Je me pose énormément de questions. Je construis, je déconstruis, vraiment sans arrêt. Et ça continuera, je pense, tout au long de ma vie, j'espère. Mais si tu veux, je trouve que voilà, tu parles de religion sans parler de religion. Et c'est ça qui est beau. C'est que ça peut parler à tout le monde, en fait. Ouais. Tu parles de religion en parlant à tout le monde. En fait, je pense que parce que justement, là, je suis pas dans une conception de la religion communautariste qui veut imposer quelque chose. Je suis empreint profondément de spiritualité et on l'est tous. Et moi, on pourrait retourner les questions et ça m'intéresserait de voir justement quels sont tes endroits de doute, quels sont les endroits où tu dis, ah tiens, il y a peut-être quelque chose. Enfin, et les croyants, d'ailleurs, ce que dit le moine, il dit que serait la foi sans le doute. Et c'est vrai, en fait. C'est magnifique, cette phrase-là. Je voulais pas la dire parce que, bon, mais pour pas spoiler les spectacles. Mais elle est magnifique, cette phrase-là. Et c'est vrai, en fait. Quelqu'un qui a trop de certitudes. Quand t'es jeune, moi je regarde quand t'es jeune, t'as ce besoin d'être hyper... De t'affirmer. Et là, en fait, lui, il dit ça, en fait, c'est beau de douter. Ça permet parfois même de rechoisir, de remettre en question, ou de confirmer quelque chose qu'on pensait déjà, mais on sait de ouf. Mais la spiritualité, moi, je pense qu'on est dans une société aujourd'hui où on se rend compte que le matérialisme, que le libéralisme, que nos modes de vie, en fait, nos modes de consommation, ça nourrit pas entièrement une femme ou un homme, tu vois, et qu'on a besoin aussi d'y apporter de la spiritualité, parfois même pour mieux vivre, parfois pour mieux supporter les douleurs. Moi, la spiritualité, dans cette épreuve de l'espérance d'enfant, elle m'a beaucoup consolé. Elle n'a pas apporté de miracle, mais elle m'a beaucoup consolé. Ma mère, dans le spectacle, quand elle me prend dans les bras et qu'elle me console et qu'elle me chante une comptine, et qu'elle me dit je ferai des du'as pour toi, des invocations, ça me console. Quand je pars marcher
sur les chemins d'Assise et que je suis avec la nature et que je vois Dieu à travers la création, ça me console. Et je pense que on est en France, surtout en France, où sous couvert de laïcité, on voudrait penser que c'est la négation de la religion, qu'elle n'a pas sa place. L'État est laïque, la société civile, elle ne l'est pas. Ouais, bien sûr. On est tous empreints de ça. Et c'est pour ça que c'est beau de se le redire, de se dire, les gars, regardez la France, quoi. On a cette chance d'avoir tous ces courants spirituels en France. Ce n'est pas le cas de partout dans le monde. Et justement, sur cette question, médiatiquement, en France, plus particulièrement, j'ai lu une étude là, dernièrement, on le mettra en plus sur le média, je crois, comme quoi la liberté de la presse en France, elle avait énormément reculé par rapport à un classement. Est-ce que tu penses que parler de la spiritualité en France, sur les chaînes de grande écoute, etc., c'est possible et c'est surtout pas... Enfin, tu te fermes pas des portes, quoi, parce que toi, en tant qu'artiste, tu peux vite te fermer des portes, j'imagine. Donc, est-ce que tu penses que c'est possible encore? C'est dur. C'est dur. Moi, ça m'a fermé beaucoup de portes sur le précédent spectacle. Il y a beaucoup de médias qui ont... Je remplissais... Beaucoup de gens me disent ça, d'ailleurs. Ils me disent, mais Mehdi, t'as un spectacle qui a cartonné. Je me suis posé la question. T'as été nommé au Molière, personne n'a entendu parler de toi. Ouais. Parce qu'il y avait un côté où, comme je parlais en plus positivement de la spiritualité, non... tant que t'en parles dans le cliché, dans la radicalisation, toi t'es tempéré. Ouais, et les gens n'aiment pas. C'est ce que j'évoquais la dernière fois. La nuance, l'équilibre, la contradiction, les gens n'aiment pas ça. La télé n'aime pas la nuance, pas du tout. Ils veulent des choses tranchées. Et si tu n'es pas tranché, on peut pas te mettre dans une case, donc tu nous intéresses pas. Et c'est en ça où je dis que moi, au début, ça m'affectait. Et en fait, je me dis, ce qui compte, c'est le public. Que le public, lui, vienne, que le bouche à oreille se fasse, et que sur mon lit de mort, je vais pas dire « Ah, j'ai pas eu la critique de tel ou tel média, ou tel... » Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, ils font du mal, parce qu'ils nous laissent penser que, justement, la religion, c'est toujours clivant. Ouais. Mais c'est pas vrai. Non, moi, je le vois même dans mes salles, et on le voit tous autour de nous, quoi. On est plus dans des choses où on apprend à se connaître, les rites, les trucs, les machins, que, après... ils ont des agendas politiques et ils savent comment manipuler tout ça. Mais en tout cas, moi, je continue à croire, et c'est le cas dans mes spectacles, qu'on peut rire ensemble, qu'on peut rire avec. Moi, je ne ris pas de... Même quand il y a de la satire, elle est bienveillante et elle essaye d'amener de la réflexion. Et quand je prends le sujet, par exemple, de la fécondation in vitro, et que je dis que ma part musulmane pense quelque chose, ma part chrétienne pense autre chose, la part athée pense autre chose, je me dis... essayons rien que de se rencontrer, de se comprendre, de discuter. Mais c'est sûr que les portes fermées, moi j'en ai eu énormément. Et même aujourd'hui, avec ce spectacle-là, y a quand même une difficulté parce que les gens, notamment les grands médias, encore une fois, veulent du radical et du tranché et du cliché. Et c'est pas ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on est. Et c'est pas ce qu'on est dans la société réelle, c'est ça. T'as joué dans le film de Gad Elmaleh sur sa conversion. Reste un peu, je crois. Reste un peu, ouais. Tu joues dedans. Est-ce que tu as pu échanger? Moi, je me suis posé cette question-là. Parce que du coup, alors, je t'ai découvert avant de te découvrir, parce que je t'avais vu dans le film, mais sans te connaître au final. Est-ce que tu as pu échanger avec Gad sur justement ce cheminement intellectuel que lui, il a eu? Parce que ça reste c'est un film, mais ça reste quand même quelque chose un cheminement qu'il a eu dans la vie. Est-ce que tu as échangé un petit peu avec lui sur tout ça, sur ce que ça a provoqué? Est-ce qu'il y a eu des points communs? Toujours, et d'ailleurs on discute toujours. Ouais. J'étais encore il y a quelques jours avec lui dans un train et on discutait de toutes ces questions-là. Lui, dans le film, il est au même endroit justement de la liberté de conscience. Il est juif et il a été touché à un moment donné par la figure de la Vierge Marie. C'est ce qu'il raconte. Et il a allé interroger tout ça. Certains l'ont dit « Ah mais t'es plus juif, blasphème, machin. » D'autres l'ont dit « Ah mais c'est une belle démarche. » Lui et moi, quand on discute, on se dit « Ok, quelles sont les différences quand tu viens du judaïsme et que tu t'intéresses au christianisme ou quand tu viens de l'islam, etc. » Ah bah tiens, avec la famille, c'est pareil. Par contre, avec le christianisme et le judaïsme, il y a une histoire commune, parce qu'on parle de religion judéo-chrétienne, ce qui est moins le cas avec l'islam. Donc on a toutes ces discussions qui nous nourrissent énormément. Mais lui comme moi, à un moment donné, on s'est débarrassé des gens, et notamment des gens dans les commentaires, qui te mettent un Starfallah ou un t'es égaré ou tu vas aller en enfer ou machin. On a dépassé ce truc-là. Ce qui était important pour lui et ce qui est important pour moi, c'est justement d'interroger, de questionner, de se rencontrer
et de ne pas juger. Moi, aujourd'hui, je ne sais même pas où est-ce qu'il est réellement, concrètement, sur son chemin. Ouais, mais est-ce qu'il y a besoin? Non. Tu vois ce que je veux dire? Et comme moi, tu vois, on me pose la question, Oui. mais aujourd'hui, alors finalement, t'es chrétien, Ouais. Aujourd'hui, je suis ça. Demain, Allahu A'lam. Comment on dit Ouais, bien sûr. Non, mais oui, c'est pour ça que la métaphore tout à Ouais, l'heure du papillon, finalement, elle est pas si bête que ça, parce qu'effectivement, ça évolue, quoi. bien sûr, ouais, tu auras une évolution supplémentaire. Et d'ailleurs, le film reste un peu de Gad Elmaleh. Alors, j'ai pas regardé les chiffres précisément, mais je sais pas s'il a si bien marché que ça, parce que quand moi j'en parle un petit peu autour de moi, que moi j'ai adoré ce film-là, parce que vous êtes pratiquement les seuls à parler un petit peu de tout ça, et je sais pas s'il a si bien marché que ça. J'ai pas l'impression qu'on en ait entendu parler tant que ça. Il a très bien marché en termes d'entrée. De chiffres, ouais. Mais justement, médiatiquement. Ouais. Il n'a pas été accompagné comme. Il n'a pas fait. On l'a pas vu de partout comme on peut voir certains acteurs sur certains films. Pourtant, c'est un acteur mainstream quand même. C'est quand même c'est une grand figure. nom de l'humour en France et même en tant que comédien, il a quand même joué dans des grands films. Mais ça traduit qu'effectivement, c'est pour ça que des médias, même comme le tien, sont importants pour laisser l'espace justement à la nuance. De s'exprimer, bien sûr. Moi, je pense que c'est l'éloge de la nuance. Aujourd'hui, les gens sont trop radicaux. Et... On le dit sans arrêt. On a reçu Isabelle Morini-Bosque, qui est sur Touche pas à mon poste. Ouais. Enfin, tout beau, tout neuf maintenant, je crois. Ouais. Et tu vois, on a eu cette conversation-là sur le fait de dire aujourd'hui, de se dire, il n'y a pas de nuance. Et justement, sur Touche pas à mon poste, je lui dis, mais Isabelle, qui est une personne vraiment charmante et puis très, très intelligente, qui se pose beaucoup de questions. Je dis, mais tu vois, justement, sur Touche pas à mon poste, elle me dit oui. Elle me dit aujourd'hui, effectivement, si par rapport à l'antenne médiatique, etc., tu es obligé d'avoir quand même un côté où les gens donnent leur avis de manière marquée. Elle dit, si on ramène quelqu'un qui est dans la nuance, forcément, tu perds des gens qui regardent. Et c'est dommage d'en arriver là parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens veulent vraiment du combat. En fait, c'est ça. On se combat et on n'est pas. On a un avis là, et vas-y, on s'envoie des trucs. Dans le spectacle, à un moment donné, je dis je voulais pas faire de politique, je sais plus où est-ce que je me situe. Et je dis qu'il y a des trucs où je suis de droite, il y a des trucs où je suis de gauche, et qu'en fait, on est tous un peu plein de contradictions. En fait, ça rejoint tout le monde. On est tous plein de contradictions. Je l'ai noté, je dis, tu dis souvent que tu es détesté par les gauchos et par les fachos. Tu dis ça dans le spectacle, cette phrase-là. C'est pareil, c'est marrant. C'est qu'en fait, on est rempli de contradictions parce que droite et gauche, en réalité, maintenant, pour moi, ça veut absolument rien dire. Ça veut rien dire. Et c'est ce truc-là, c'est se dire, mais en fait, t'es pas défini comme ça en une phrase. On définit pas quelqu'un. On définit quelqu'un avec du temps, avec de l'expérience, en discutant avec cette personne-là, en la connaissant. C'est pour ça que moi j'aime bien le format long, on en parlait tout à l'heure avec Isadora justement au maquillage, mais j'aime bien ce côté où la personne elle a le temps d'apporter de la nuance. Je veux pas juste connaître ton avis, je veux que tu aies le temps d'apporter de la nuance et c'est ça qui est important. Ici c'est ça, c'est pour ça qu'on prend le temps. Tu vois, et c'est un petit peu l'idée du média aussi, c'est prendre le temps, avoir cette nuance-là. C'est très très important pour nous. Mehdi, en tout cas, franchement, c'était un super moment passé ensemble. On arrive au bout du format. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Je pense que si toi, tu es ouvert, on pourra même discuter plus tard sur d'autres sujets. Mais franchement, c'était vraiment intéressant, nourrissant. Et je vous invite vraiment à aller voir le spectacle de Mehdi, donc au Théâtre des Champs-Élysées, au Studio des Champs-Élysées plus précisément, jusqu'à fin décembre, je crois. Jusqu'au 11 décembre, et après on verra si on reprend. Mais je pense que tu seras prolongé. Mais allez le voir tout de suite quand même. Mais je pense que ça continuera quand même, en tournée dans toute la France aussi. C'est ça, il faut suivre sur les réseaux. Sur les réseaux, mais franchement, très bien, très très bien. J'espère qu'on te verra aussi un petit peu plus dans des films ou des choses comme ça, parce que franchement, je pense que tu le mérites, dans ce que j'ai vu sur scène, etc. Réalisatrice, réalisateur. J'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, mais honnêtement, je pense qu'il y a quelque chose à... Mais moi, tu vois, je fais 1 ou 2 films par an. Là, je suis dans le prochain film de Vincent Garin qui s'appelle L'Abandon, sur justement l'assassinat de Samuel Paty. Mais tu vois, justement, les endroits de frustration en tant qu'artiste d'origine maghrébine, tu vois, c'est compliqué, c'est fermé. Donc c'est pour ça que moi sur scène, je m'éclate, je fais 30 personnages, je joue des hommes, des femmes, des médecins, tout ce qu'on nous donne pas au cinéma, sur scène. Parce que t'es un peu fermé, t'es enfermé dans un rôle. Enfin, il y a des réalisateurs qui sont un peu plus ouverts. Ça commence. Et la nouvelle génération a plus de... Nous, on a essuyé un peu les plâtres, quoi. Mais non, après... il faut rien lâcher et justement à tous les jeunes actrices, acteurs issus des quartiers populaires, issus de allez-y quoi, croyez en vos rêves, des mains vous seront tendues,
Et puis, Quand on se donne les moyens, c'est ce que je dis toujours. Nous, je te dis qu'on travaille. voilà. Ouais, c'est ça. Nous, on dit tout le temps aux jeunes avec qui on travaille. Nous, on vous tend tout le temps la main, mais par contre, il faut que tu l'attrapes. C'est-à-dire, fais ton chemin à toi aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne peux pas juste te tendre la main et te porter. Je te tends la main, mais par contre, il faut que tu la prennes. Ouais, je ne vais pas te traîner. Exactement. Ouais. C'est l'image. Par contre, prends-la et fais ta propre histoire. Mais moi, je te tends la main, par contre. Et je pense que c'est important de dire ça. Et on le voit avec ton parcours. Il y a eu ces choses-là, mais par contre, tu as travaillé derrière pour pouvoir réussir. On n'a rien sans rien, quoi. Merci beaucoup, Mehdi. Merci à toi, merci à toute l'équipe.